Ravi de vous retrouver pour un tout nouveau live Orange, comme d'habitude, au cœur des événements, comme si vous y étiez. Et bien sûr, vous pouvez réagir en direct via notre hashtag Live Orange. Bienvenue ici, au Grand Palais, à Paris, lieu qui incarne parfaitement ce dont nous allons vous parler, puisqu'il a été imaginé en 1855 pour remplacer le Palais de l'Industrie. Autrement dit, c'est un lieu qui est synonyme de créativité, d'imagination, d'entrepreneuriat, bref, de réussite française. Bienvenue ici au Grand Palais pour parler d'Osons la France avec notre première invitée, Aude de Thuin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente et fondatrice de ce salon Osons la France, créé en 2011. Ça se passe sur 4 jours, on en est au deuxième. Qu'est-ce qu'on y retrouve ici? On y retrouve la créativité française, celle qu'on a un peu oubliée, vous savez, ou que les Français ont tendance à oublier, parce qu'à l'étranger, tout le monde le sait, que nous sommes très innovants. Et pourquoi, au départ, avoir créé Osons la France? Parce qu'il il faut arrêter de vivre dans un pays qui se voit en négatif. Je pense que c'est dangereux pour nous, pour notre morale au quotidien, c'est dangereux pour nos enfants, parce que si on les élève comme ça dans un pays qui se voit en négatif, ils ne pourront grandir qu'avec cette image-là, et donc ils risquent de reproduire la même chose après, donc il faut casser ce rythme maintenant. C'est vraiment pour les générations futures, en fait? Oui. Un devoir d'éducation, presque. Oui. Bien sûr, on a ce rôle de transmission, nous les plus âgés, mais c'est aussi pour cette génération d'aujourd'hui, parce qu'ils entendent parler tout le temps de partir à l'étranger et tout ça. Or, il n'y a jamais eu autant d'innovation en France. Donc, c'est leur faire savoir à la France entière qu'il y a des jeunes qui innovent, et moins jeunes aussi d'ailleurs. Alors justement, il y a un forum dédié à l'innovation, couplé à un sommet économique. Pourquoi justement avoir combiné les deux? Parce que c'est dans la rencontre des plus âgés, des plus jeunes, et dans les échanges comme ça que les choses se construisent. Je crois qu'une exposition seule, c'est mon sentiment, n'est pas suffisante. Je pense qu'il faut toujours un peu intellectualiser les choses. Il faut leur donner du sens et échanger et être capable de réunir des entrepreneurs et des politiques sur des sujets importants de notre société. Ça envoie un message à la société, et c'est une façon pour nous d'exprimer un message et de valoriser l'entrepreneuriat, parce que je pense que le rôle des entrepreneurs, c'est de transmettre comme ça et pas obligatoirement d'aller dans la rue. Donc c'est aussi un acte militant presque. Et est-ce que vous avez la sensation d'être entendu et peut-être de plus en plus entendu dans ce sens? Écoutez, oui, j'ai l'impression qu'on est à l'aune d'une mutation, et qui est probablement, vous savez, nous sommes à la fin d'un cycle et au début d'une nouvelle histoire. Et la nouvelle histoire, elle est liée au numérique, elle est liée à des changements absolument incroyables qui sont en train de nous arriver, et pour lequel, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait aussi une conférence pour les jeunes aujourd'hui, le monde va changer. Et donc il faut savoir l'aborder, et j'aime bien l'idée d'écrire le début d'une histoire comme ça. Alors, un thème qui vous tient particulièrement à cœur et que vous essayez de développer ici, c'est aussi l'optimisme, la fierté d'être français. Comment est-ce qu'on y parvient? Est-ce que c'est à base de méthode Coué? Ah non, pas du tout. Vous savez, moi je suis très lucide. On ne vit pas dans le pays des bisounours. Donc il y a la réalité économique telle qu'elle est. Il y a les difficultés des entreprises qui ferment, d'un développement du chômage. C'est un fait. Mais on peut aussi pleurer de ça et mourir. Et se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de rester actif? Comment est-ce que je peux repenser les modèles? Et donc c'est à nous, société civile, et maintenant de jouer. Je crois qu'il ne faut plus compter, ou pas trop, sur les politiques. Donc voilà. Et puis il y a une chose que j'exècre et dont je ne peux plus entendre parler, c'est le French bashing. C'est insupportable. L'innovation au cœur d'Osons la France. À ceux qui pensent que tout a déjà été créé, tout a déjà été fait, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Mais qu'ils viennent ici. C'est dingue. Ce qu'on voit, ce qu'on découvre est ahurissant. Moi, je n'ai pas encore fait le tour de tout. Il y a 200 jeunes ou moins jeunes, innovateurs qui sont là. C'est ahurissant de découvrir, de voir d'abord cette imagination, vous savez, cette espèce d'agilité qu'il y a derrière ça, cette recherche aussi, le lien académique qu'il y a derrière la recherche, ou des jeunes qui ont monté ça parce qu'ils sont sortis du système scolaire. Donc c'est ce mélange qui est intéressant, et c'est une innovation sans fin. Enfin, moi, je ne vois pas de limite à l'imaginaire. Je n'en vois pas. Même la limite économique, parce que c'est ça aussi la difficulté pour un jeune, de se lancer, de se dire ma petite idée, peut-être qu'elle a un destin mondial, c'est compliqué. Aujourd'hui, on trouve de l'argent, on trouve les moyens, parce que tout le monde est conscient que l'innovation, et c'est cette innovation qui va porter la France aujourd'hui, et les entrepreneurs sont conscients, les banques en sont conscientes, donc on trouve de l'argent. Vous savez, créer son entreprise dans les garages, comme aux États-Unis, ça n'existe pas qu'aux États-Unis justement. En France, on peut le faire aussi, et c'est le bon moment aujourd'hui. Il y a des moyens qui ont été mis en place par le gouvernement précédent, par ce gouvernement. Il n'y a jamais eu autant d'aide en France pour aider les entrepreneurs. Donc il faut
maintenant le faire savoir. Il y a un site qui vient de sortir d'ailleurs et qui fait un point sur toutes les aides existantes. Donc ça facilite la recherche. J'ai trouvé ça formidable. Ça a été annoncé au début de la semaine. Alors vous-même, vous avez fondé le Women's Forum il y a 10 ans de cela. C'était d'ailleurs le premier live Orange à Deauville. Vous avez aussi une grande carrière d'entrepreneur. Vous avez aussi un sacré tempérament, pardon. Je crois que votre maman vous a appelé Calamity Jane. Oui, toute petite, elle m'a... Voilà. Oui, j'étais assez ingérable et je me suis fait virer de toutes les écoles. J'avais un tempérament qui Mais ça vous a servi justement en tant qu'entrepreneur. Oui. Quel conseil vous pourriez donner justement à quelqu'un qui aurait envie de se lancer à titre personnel de votre propre expérience? C'est suivre son instinct, c'est avoir confiance en soi, écouter ses intuitions. Ça, c'est une chose que je dis beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, quand une intuition se répète, c'est peut-être un projet. Et j'aime bien cette idée parce que moi, j'ai à peu près tout créé par intuition. C'est-à-dire que j'ai l'intuition que c'est le moment de faire quelque chose. Et puis une intuition, si elle est fugace, elle s'en va. Je veux dire, on l'oublie. Bon, ok, c'était une intuition comme ça. Quand ça revient, en ce qui me concerne, ça devient une société et une énorme société à chaque fois. Eh ben, bravo, hein. Certains vont rêver devant votre conseil. Hier, vous avez ouvert les festivités ici même. Vous avez été très ému. À quoi était due cette émotion? C'est justement de voir tous les espoirs réunis en un seul lieu? Oui, c'était... vivre un moment comme ça est très émouvant et nous sommes, vous savez, quand on prépare les choses, on est dans l'angoisse qu'on ne sera jamais prêt. Et la veille, quand je suis partie d'ici, en gros, rien n'était prêt. Et il manquait des toits sur la dernière salle de conférence. Et puis vous veillez à tout. Hein. Juste avant, vous avez remarqué qu'il y avait une ampoule qui ne marchait pas. Vous avez fait appeler quelqu'un. Oui, je suis le meilleur ramasse-papier aussi. Oui, parce que je pense qu'un papier en entraîne un autre et que la moindre chose entraîne... Vous savez, on peut très vite rentrer dans des cercles négatifs. Donc, il faut veiller à ça. Et donc, voilà. Et donc, la veille, tout était ouvert. Donc, il faisait froid. Le temps, il y a 8 jours, était bien. Donc, on s'était dit, avec le chauffage qu'on a, ça va aller. Et une baisse de température. Voilà, mes équipes aussi qu'il fallait gérer parce que pour eux, c'est une pression incroyable. Et il y a une chose que je constate qui est très intéressante, c'est le stress apporté par nos clients. Alors, je comprends, ils mettent de l'argent chez nous, ils investissent, c'est normal. Mais il y a un truc, c'est le stress des dire comme. Alors ça, je vais travailler sur le sujet parce que les DIRCOM sont là pour protéger leurs patrons et ils ne se rendent pas compte qu'ils finissent par en devenir désagréables. Vous savez, nous ici, on a... Et puis de les couper peut-être aussi d'une forme de réalité et de les couper aussi d'une forme de réalité et du contact avec les gens qui est nécessaire. Hier, on a eu un très joli exemple. Hier, on a eu Karl Lagerfeld qui est venu. Quand il est arrivé, vous savez, il est un peu grognon et tout ça. Et puis, il a senti un truc. Donc, il a commencé à se détendre. Son équipe autour de lui le protégeait comme ça. Et puis tout d'un coup, il est arrivé dans la salle de conférence, il m'a dit « j'aime bien ce que vous avez fait ». On s'est mis à parler tous les deux, il était venu pour parler un quart d'heure, il est resté 1h15, il est allé voir tous les bâtisseurs et il a fait un tabac et ça a été formidable. Et son équipe autour de lui est devenue sympathique comme lui. Donc ça aussi c'est une leçon, c'est comment le patron influe lui-même sur le comportement de ses équipes et ça pour moi ça a été un exemple formidable et que je cite et que je vais essayer de suivre personnellement. Et si vous y arrivez, eh ben bravo et nous aussi ça nous faciliterait la tâche. Eh bien écoutez, je vais le faire parce que moi j'ai une liberté de parole que me donne l'âge, mon caractère et donc voilà, donc oui je vais m'autoriser à dire des choses et à dire au DIRCOM, en gros vous faites le boulot parce que c'est vrai qu'ils font bien leur job mais lâchez-les un peu parce qu'un patron qui se lâche, il dit des choses beaucoup mieux, beaucoup plus sincères et c'est aussi de cette sincérité dont on a besoin aujourd'hui. Merci beaucoup Aude de Thuin. Merci on le rappelle, vous. Osons la France, c'est donc jusqu'à dimanche. Nous, on va poursuivre notre live. Hier soir avait lieu la remise des prix du challenge Data Venue. On va beaucoup vous en parler. Là aussi, une initiative hyper intéressante. À cette occasion, nous avons pu rencontrer Marie-Noëlle Gégaud-Lavessière. C'est la directrice exécutive de l'innovation chez Orange. Elle va nous expliquer pourquoi ce challenge et puis surtout les enjeux du big data et du monde connecté. On l'écoute. Pour nous, chez Orange, l'innovation, c'est de délivrer tous les jours des services simples, pratiques, riches, que ce soit pour nos clients grand public, que ce soit pour nos clients B2B, qui leur apportent de la valeur ajoutée, qui les aident dans leur quotidien, qui les aident à développer eux-mêmes leur propre business. Les objets connectés, on en parle beaucoup et c'est en plein essor. On a aujourd'hui à peu près 15 milliards d'objets connectés dans le monde. Demain, ça sera 80 milliards. Ces objets connectés apportent des services, génèrent beaucoup de données. Ces données peuvent être enrichies d'open data, de données des entreprises. Et tout notre enjeu, c'est de pouvoir délivrer des services
qui apporte aux entreprises de l'efficacité, qui apporte de nouveaux potentiels à nos clients grand public, et ce de façon extrêmement simple. Ce qu'on voudrait faire aussi, c'est le faire dans un cadre éthique et sécure, puisque le monde numérique que nous voulons pour nos clients demain, c'est un monde bouillonnant de plein d'idées, qu'on fera nous et qu'on fera avec plein d'autres, mais c'est aussi un monde sécure et un monde apaisé. Le monde du big data, c'est des data qui viennent de nombreux endroits. C'est des entreprises qui sont concernées, des développeurs, des startups, des grandes entreprises de renommée mondiale. Et puis c'est beaucoup d'actions à faire, les collecter, les agréger, les sécuriser, et puis inventer, les transformer pour pouvoir offrir des services. Et ça, on peut le faire qu'ensemble. Et je pense qu'en France et en Europe, on a des atouts très forts pour ce faire. On a beaucoup d'acteurs. DataVenue, c'est un premier pas, c'est une première étape dans ce monde-là où collectivement, nous allons inventer les services de demain pour nos clients, entreprises et résidentiels. La plateforme DataVenue, il faut qu'elle devienne concrète et donc la première étape c'est ce challenge dans lequel nous avons effectivement invité tous les startups, tous les développeurs, toutes les entreprises à proposer des idées et c'est le premier pas vers le monde numérique de demain. De retour ici au Grand Palais au deuxième jour du forum Osons la France et Luc Breton va me rejoindre. Mais petite surprise, parce que ici à Osons la France, il y en a de l'innovation. Le petit robot, il va arriver tout de suite. Regardez, le petit robot. Ah ben voilà, c'est ça aussi l'innovation, vous le savez bien. C'est le principe même des robots qui marchent plus. Alors, eh ben il marche pas trop. Ça y est. Alors regardez, le voici, Luc Breton. Bonjour Luc. Bonjour Valérie, comment ça va? Ben, ça va bien. Après, je vous avoue que ça me plaît beaucoup de parler d'innovation, mais je préfère voir les gens en chair et en os. Donc si ça ne vous dérange pas, on va se rejoindre tout de suite autour du plateau. Oui, à tout de suite. Voilà, Luc Breton, bonjour. Bonjour Valérie. C'est une des innovations évidemment présentées ici. Vous êtes patron du Technocentre d'Orange. D'abord, dites-nous ce qu'est le Technocentre. Alors pour le dire simplement, le Technocentre d'Orange, c'est l'usine à produits et services innovants du groupe. Nous sortons en une année l'équivalent de 200 nouveaux produits et services pour 30 pays dans le monde. Et on a 22 nationalités, on est basé à Londres, à Paris, à Abidjan en Côte d'Ivoire et à Amman en Jordanie pour servir tous nos pays. Alors, on a entendu Marie-Noëlle Gégaud-Lavessière, avec qui vous travaillez bien évidemment sur l'importance du big data et l'enjeu que ça représente pour le groupe Orange. Elle a dit c'est un premier pas vers le monde connecté de demain. Est-ce que vous emploieriez ces mots vous aussi ? Absolument. Vous savez qu'aujourd'hui, les données du monde entier doublent à environ tous les 14 mois. C'est considérable. Et en 2020, c'est-à-dire après-demain, 50% de ces données seront produites par des objets connectés. Donc Big Data plus objets connectés, pour Orange, c'est des leviers de croissance extraordinaires et on veut vraiment faciliter cette innovation, accélérer l'innovation de tiers grâce à ces outils. Alors, on va reparler du challenge DataVenue, cette plateforme avec hier soir l'épisode final, l'épisode heureux pour 6 lauréats qui ont donc remporté ce challenge dans différentes catégories. Précisément, en quoi consistait justement ce concours ? Alors, on a lancé en octobre, Stéphane Richard l'avait annoncé lors du Show Hello, qui est le keynote d'innovation du groupe Orange, une plateforme d'idéation pour recueillir les idées du grand public, mais aussi des startups, de professionnels, en fait de tout le monde. On a reçu énormément d'idées. Et pendant ça veut dire combien en gros pour 350 idées, mais c'est pas juste des tweets, c'est des dossiers argumentés avec qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, etc. Avec un jury des partenaires de DataVenue, nous avons sélectionné les meilleurs d'entre eux et sur cette base, 35 projets ont été travaillés avec toute une histoire, tout un scénario, des use cases clients et on fait l'objet de vidéos que vous pouvez retrouver sur le site de DataVenue. Vous pouvez cliquer pour voter pour ces vidéos. Alors c'est le www.orange.com/DataVenue. Challenge DataVenue. Voilà, donc c'est simple et vous pouvez cliquer vous pouvez faire ça avec votre portable. Vous pouvez venir sur le stand sur Osons la France, appuyer sur les bumpers pour voter pour l'idée qui vous plaît le plus. Et il y aura un grand prix du public qui sera décerné dimanche soir. Quels ont été les critères ?
Alors les critères, c'est comme dans les jurys de start-up, hein. C'est le business case, l'idée, la créativité, l'utilisation bien évidemment du big data et des objets connectés, ça va de soi, et puis la qualité de l'équipe qui est fondamentale. Et je peux vous assurer que ceux qui ont gagné, c'est des gens formidables, on les a vus hier, ils vendaient encore leur idée en pitchant et c'était tout à fait émouvant. Voilà. Ça veut dire que l'humain a encore une grande place, y compris dans l'innovation. Le big data, il a beau être prédictif, comprendre tout à l'avance, etc. Il remplacera jamais la créativité humaine. Hein, c'est Ford qui disait, hein, si j'avais demandé au cavalier ce qu'il voulait, il m'aurait dit des chevaux plus rapides et on n'aurait jamais inventé la voiture. Donc la créativité, le génie humain, plus que jamais, il sera nécessaire pour aussi s'assurer que la sécurité des données et le respect des personnes soient bien là. C'est une éthique que nous, chez Orange, on regarde particulièrement et qui est très importante pour nous, pour nos clients, pour nos partenaires. On veut travailler avec des gens qui partagent ces valeurs-là et vive la créativité, vive les entrepreneurs. Hein. Alors, juste pour vous dire à quel point ça passionne les gens et qu'ils ont envie d'oser aussi, on va vous remercier puisque vous êtes déjà 4000 à être connectés à notre live Orange. Et bien sûr, vous le savez, vous pouvez réagir à tout instant avec le hashtag live Orange. Juste pour revenir justement au challenge Data Venue, est-ce qu'il y a des domaines qui ont été plus source de créativité? Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels on sent que la créativité est plus à l'aise? On pensait qu'à l'approche de Noël, le shopping aurait beaucoup de succès. En fait, ce qui a vraiment cartonné, c'est la convivialité, le bien-être à la maison et la cuisine. Le bien vivre, tout l'univers du bien vivre. Et finalement, c'est assez français aussi. Et c'est ce qui s'exporte bien aussi dans notre culture. On était très contents. On a eu plus de 150 idées qui ont concerné cette thématique-là. Alors, vous êtes un passionné, ça se sent. Vous êtes intéressé par votre domaine. Est-ce que du coup, vous avez eu un coup de cœur ou un moment d'émotion particulier justement sur ces 350 idées postées? Plus qu'un coup de cœur, un coup de frisson. Parce qu'on a remis un prix spécial et alors là le jury était unanime, tous les partenaires, on avait travaillé quasiment une partie de la nuit pour éplucher tous les dossiers, ce qui était de grande qualité, et on a eu un jeune qui avait 17 ans, donc qui est étudiant et je crois qu'il est en terminale, Jade il s'appelle, il nous a fait une vidéo d'un concept de bulle privative qui fédère tous les objets connectés qui concerne une personne. Il est absolument génial, il a fait ça à 17 ans, il s'est exprimé comme un entrepreneur bien plus mûr et c'est tout à fait fascinant. Ça m'a rappelé le dernier vainqueur du hackathon Orange qu'on a fait avec Simplon qui avait 15 ans. Donc vous voyez, ils n'ont pas de diplôme, ils ne l'ont pas encore, on n'a pas trop d'inquiétude sur le fait qu'ils en aient, ils sont passionnés. Et ils ont appris par eux-mêmes le code, cet univers des technos, ils sont passionnés par ça. Et à 15 ans, à 17 ans, ils gagnent des hackathons, ils arrivent à se classer très bien dans ce genre de challenge. C'est génial. Enfin, moi, je trouve ça génial. Alors, que répondre à ceux qui se sentiraient peut-être écartés, justement, parce qu'ils sont un peu plus vieux que 15 ou 16 ans, ce qui est mon cas, même si ça ne se voit pas, je vous le conseille. Non, mais d'avoir l'impression qu'un nouveau monde se prépare et que c'est compliqué de s'y intégrer. En fait, l'innovation à partir du big data et des objets connectés, la seule ambition qu'elle a, c'est de faciliter le quotidien. D'ailleurs, si elle n'arrive pas à faire ça, vous savez, aujourd'hui, nos enfants et nous-mêmes, d'ailleurs, nous ne lisons plus les prospectus de mode d'emploi. On refuse de le faire. Soit c'est utilisable tout de suite et c'est simple, parce que ça nous simplifie la vie, soit le produit est mal fait. Donc voilà, donc ça apporte quand même dans la vie de tous les jours de la simplicité. Et puis vous avez raison, ça peut créer de la fracture numérique dans le pays. Chez Orange, alors moi je trouve que c'est le hasard, mais je vous le dis, je suis président d'une association qui s'appelle Orange Solidarité, qui combat la fracture numérique. Et en dehors de nos heures de travail, le soir et le week-end, avec 2500 bénévoles du groupe, on fait des cours pour remettre le pied à l'étrier du numérique, qui est aussi important qu'un permis de conduire finalement, au plus grand nombre, que ce soit des personnes âgées, des jeunes des quartiers, des gens au chômage. Voilà, et ça marche très bien, ça recrée du lien social. C'est extrêmement important d'avoir cette dimension pour embarquer tout le monde dans cette simplicité qui nous est promise. Alors, on va revenir au challenge Data Venue. J'espère que vous allez en être d'accord. On va surtout célébrer les lauréats. 2 lauréats parmi les 6 vont venir nous rejoindre et nous parler surtout de leur projet. On va les accueillir tout de suite. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Lucas Gérard pour le projet Shotgun et Cyril Thor avec Prédicare. Félicitations, messieurs. Merci. Je suis déçue de ne pas avoir une jeune femme quand même. Hein. Bon, je ne dis rien. Il fallait mais choisir bravo à notre vous. projet. Ça, c'est sûr. Première réaction, première sensation après être devenu lauréat. Très heureux, bien sûr.
On tient à remercier encore Orange et tous les organisateurs du Challenge DataVenue. Parce que je pense pour des jeunes startups comme les nôtres, c'est vraiment une occasion incroyable de se faire connaître et surtout d'avoir l'opportunité de collaborer ensuite avec des entreprises comme Orange et ses partenaires. Cyril, ça vient récompenser combien de temps d'obstination ou depuis la première idée? Alors depuis la première idée, ça fait à peu près 2 ans qu'on développe ce projet. C'est vrai qu'on est extrêmement content d'avoir été reconnu par un jury d'experts justement comme celui d'Orange. Et ça a quel sens justement d'être jugé par des experts? Ça veut dire que votre projet est viable et que c'est pas juste un doux rêve? Voilà, parce que bien sûr au début donc on en parle entre nous, entre associés. Ensuite on commence à faire mûrir le projet, on en parle autour de nous, on voit que ça plaît, que ça prend, on continue. Et quand on est reconnu par des experts, tout de suite ça met en avant et ça donne de la crédibilité à notre projet. Parce que qu'on y croit, c'est évident, c'est même la base, mais que d'autres y croient et que de grandes sociétés le reconnaissent, c'est important. Ça amène de la crédibilité et du poids. Lucas, justement, on va détailler dans les projets. Donc vous, c'est Shotgun. Alors racontez-nous de quoi il s'agit et surtout, pareil, depuis combien de temps vous aviez cette idée jusqu'à hier? Alors, pour commencer avec le concept de Shotgun, le constat qu'on a fait, c'est qu'il y avait une grande quantité de biens et de services locaux qui étaient inutilisés ou gaspillés, faute finalement d'avoir trouvé un acquéreur au bon moment. Et nous, ce qu'on veut faire avec Shotgun, en fait, c'est connecter cette offre locale de biens et de services périssables en temps réel avec des consommateurs, par le biais d'une application mobile qui va proposer à nos utilisateurs des offres pertinentes, personnalisées, et de façon instantanée. Alors ça, cette idée-là, vous l'avez eue à quel moment? Est-ce que c'était il y a un mois ou... Alors, on a créé la société maintenant il y a plus de 6 mois, mais à l'origine, en fait, on a commencé sur un autre concept, plutôt adapté aux particuliers. En fait, l'idée, c'était de vous permettre, par exemple, de vendre à la dernière minute votre canapé. Donc, en fait, on s'était retrouvé dans la situation des commerçants aujourd'hui, mais plutôt en tant que particuliers qui voulaient vendre un bien ou un service. Et en fait, on a pivoté à partir de ce concept de petites annonces entre particuliers sur celui de soldes instantanés pour des commerçants, en se rendant compte qu'il y avait un besoin plus fort en fait, de la part des commerçants locaux. Pour vous, c'est Prédicare. Alors, en quoi consiste ce projet? Alors nous, on est issus du monde de la recherche et de la santé. Donc notre préoccupation, c'était de pouvoir profiter au mieux de l'explosion de données de santé qui sont générées et qui vont être générées par les objets connectés. Donc données santé et données de l'environnement également qui renseignent sur la santé. Donc Prédicare, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une plateforme intelligente et participative qui permet d'avoir une nouvelle approche de sa santé. Donc l'utilisateur se connecte sur Prédicare, il établit son profil de santé en renseignant divers paramètres biologiques qui sont issus des objets connectés ou non, donc par rapport à sa santé ou son environnement. Et il peut ensuite, de façon totalement anonyme, comparer son profil à celui d'autres utilisateurs anonymes, identifier les profils similaires grâce à Prédicare. Et l'identification de ces profils similaires permet de prédire en fait l'évolution de sa santé. Donc l'objectif, c'est vraiment d'anticiper et de prévenir l'apparition de pathologies. Et de sauver la sécurité sociale et son trou. Tout à fait. C'est ça. Cette idée-là, elle vous est venue comment? Donc, elle nous est venue vraiment, on avait envie de... Parce que vous êtes vous-même médecin. Hein. Moi, je ne suis pas médecin, je suis chercheur. Mon associé est également chercheur, mais on a également un médecin dans l'équipe. Donc c'était vraiment cette préoccupation de s'affranchir des besoins de créer des cohortes pour des études médicales et d'avoir véritablement un centre de recherche virtuel grâce à l'accumulation de données qui sont pour l'instant sous-exploitées. Vous, comment vous est venue l'idée? Justement, c'était sur d'abord le concept... Oui, mais l'idée de monter votre start-up, alors ça a viré en effet, maintenant vous êtes aussi du côté des commerçants, mais l'idée de vous dire ça peut être un business. C'est en se rendant compte qu'il y avait vraiment un besoin en allant discuter avec des commerçants. Et je pense que c'est vraiment ça qui est motivant, c'est de se rendre compte qu'on peut construire un produit qui va surtout répondre à un besoin et pas seulement construire un produit parce qu'on imagine avoir une bonne idée. C'est vraiment de la confronter au marché. Luc, qu'est-ce qui vous a séduit dans ces deux projets-là? C'est des projets d'entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils sont des gens comme vous et moi qui vivent et qui rencontrent des problèmes et qui essayent de les résoudre. Et puis ensuite, ils vont monter un business model là-dessus. C'est assez fabuleux. Les deux projets utilisent de la donnée, des flux de données qui doivent être riches dans le domaine de la santé, dans le domaine de la disponibilité locale d'opportunités de business. Plutôt que de jeter, on peut faire des promos et faire du win-win-win. Donc c'est des sujets qui sont totalement modernes parce qu'aujourd'hui les technologies permettent de les résoudre, ces sujets ce n'était pas le cas avant.
Et ça utilise bien sûr les data et les objets connectés. Donc on est pleinement dans le cadre du challenge, dans le cadre de la plateforme de médiation qu'Orange souhaite mettre à disposition des startups pour qu'elles accélèrent. Elles peuvent pas, leur job à eux, c'est d'inventer ces services, de les développer, de faire que l'expérience soit fluide. Mais c'est certainement pas de gérer une infrastructure, un data center, des API pour traiter les données. Ça, on va s'en occuper. Et donc 1 + 1 = 3. Voilà. De lauréats, il y en a 6 au total. Et je rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité des projets sur le site www.orange.com/challenge data venu. Et puis on vous remercie. Il paraît qu'ils sont déjà 10 000 à vous écouter et à rêver peut-être d'un pareil destin. Et peut-être 6 000. Ah bah bon, on revoit un peu à la baisse, mais je suis sûre qu'à la fin... clients déjà. Oui, voyez, moi je vois loin, je suis comme vous, je vois très très loin. Juste savoir ce que ça va changer pour vous concrètement, peut-être en termes économiques, en termes de structure, d'être devenu lauréat du Challenge Data Venu. Donc déjà une certaine visibilité qui est C'est le plus absolument pas important négligible. pour vous à l'état de vos projets, la visibilité. Tout à fait, parce que la visibilité permet d'avoir de la crédibilité. C'est pas forcément logique, mais en tout cas c'est l'évidence. Et bien sûr, on espère beaucoup du partenariat avec Orange. Puisque comme M. Breton l'a dit, mais c'est le moment de passer gérer commande, le réseau, il est là, il ne peut rien vous refuser. Notre rôle. Donc on attend beaucoup de la suite. Pour vous? Donc, nous aussi, c'est d'abord de la visibilité, être reconnu par des experts. Et nous aussi, voilà, on imagine qu'un partenariat avec Orange et les partenaires d'Orange pourront vraiment être un vrai boost pour notre activité. Alors, tant que je vous tiens à tous les trois, c'est aussi Osons la France, on s'y retrouve ici au Grand Palais à Paris, un forum qui a envie de redonner de l'optimisme, qui a envie de renouer avec une forme de victoire, d'enthousiasme. Vos 3 parcours en témoignent. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui nous regardent, aux 6 000 qui nous regardent, bientôt aux 10 000 qui nous regardent actuellement en live, justement pour leur dire, vous pouvez vous aussi avoir une idée, il faut y aller, quoi. Luc? Les capteurs des objets connectés aujourd'hui, ils valent moins de 1 €, que ce soit un thermomètre, un accéléromètre, un GPS, un Bluetooth, etc. La technologie du réseau, la 4G, la fibre, c'est du super haut débit qui est disponible en abondance partout. Aujourd'hui, on peut commencer à développer une appli sur Data Venu. Pour le début, c'est gratuit avant de rencontrer le succès, donc on ne prend pas beaucoup de risques. Donc il n'y a qu'à. C'est vraiment à disposition. Pas avoir peur, en fait. En plus, chez Orange, on a fait un MOOC cet été sur le code, apprendre le code. Donc peut-être qu'une bonne idée, plutôt que de se morfondre, c'est de se dire je peux apprendre le code, j'ai des ressources technologiques disponibles à faible coût, j'ai pas beaucoup de risques à essayer et je me lance. On a soutenu aussi beaucoup chez Orange Startup Weekend qui a commencé en France en 2009, qui a démystifié le goût de l'entrepreneuriat. Moi, je pense qu'on a tout pour démarrer un business en France. Il faut essayer. C'est ça, il faut se lancer, en fait. C'est le bon moment. Les technologies sont là, les plateformes sont là, les grands groupes se mobilisent. Il faut y aller. C'est tout l'enjeu d'Osons la France, d'ailleurs. Lucas, votre conseil? Alors, pour rebondir, bien sûr, je trouve qu'il y a de plus en plus de ressources disponibles, que ce soit d'accompagnement, mais aussi de ressources matérielles. Plutôt, non seulement oser, mais surtout ne pas attendre pour franchir le pas. Moi, par exemple, je pense qu'on est de plus en plus d'étudiants à se lancer dans l'entrepreneuriat et je trouve que c'est vraiment une initiative qui doit être encouragée par les écoles et par toutes les institutions possibles. Donc je vais reprendre ce qu'ont dit mes 2 prédécesseurs. Donc c'est vraiment se lancer. Pourquoi? Parce que la technologie est disponible, l'écosystème est favorable, il est de plus en plus. On peut avoir énormément de visibilité très rapidement. Donc on n'a pas besoin d'avoir forcément une idée de départ qui soit géniale, mais ce qu'il faut, c'est identifier une problématique et ensuite trouver les moyens d'y répondre. Et ça se construit au fur et à mesure, c'est pas forcément l'idée qui vient comme ça du jour au lendemain. Eh bien écoutez, je retiens tous vos conseils et mis en emploi juste après ça. Merci beaucoup à tous les 3. Et puis évidemment, n'hésitez pas à réagir à tout ce qu'ils ont dit via notre hashtag Live Orange. On va poursuivre, vous l'avez compris ici à Osons la France, c'est bien l'innovation tricolore qui est à l'honneur. On appelle ça même la French Tech. Ce nom, vous le connaissez. Et c'est Delphine Ernotte-Quincy, directrice générale d'Orange France, qui nous en parle. Elle était hier ici même. Orange, et évidemment en particulier Orange France, est vraiment au cœur de l'écosystème de la French Tech. D'abord parce que nous déployons les réseaux
qui sont nécessaires au déploiement de ces objets connectés, de la connexion en général des gens, des objets à tout ce nouveau monde. Les réseaux mobiles, la 4G, on a maintenant plus de 70% de la population couverte. La fibre qui est en train de prendre un essor considérable partout là où elle est implantée. On a plus de 500 000 clients aujourd'hui à la fibre. Donc voilà, c'est vraiment notre cœur de métier que de déployer en quelque sorte les infrastructures qui permettent à ce monde technologique de croître à une grande vitesse. Mais on ne s'arrête pas. Bien sûr, aux infrastructures, on développe aussi des services qui viennent faciliter la vie quotidienne de nos clients. L'Internet des objets, c'est un nouveau territoire pour nous. Nous venons de lancer un service qui s'appelle HomeLive et qui permet justement, en disposant des objets connectés dans sa maison, un objet qui voit si votre porte vient de s'ouvrir, un détecteur de fumée, une caméra, et puis demain d'autres objets vont se rajouter, qui permet de piloter sa maison alors qu'on n'y est pas, à l'extérieur ou en vacances. Donc ça, c'est voilà, un service qu'Orange a fabriqué pour simplifier le quotidien de la vie de nos clients. On le voit d'ores et déjà, on sait que dans quelques années, ce sont des milliards d'objets connectés qui seront partout. On imagine qu'à peu près 30 objets connectés par foyer dans quelques années. Et dans nos boutiques, nous avons d'ores et déjà un linéaire, beaucoup d'objets connectés qui sont présentés. Et on voit, dans cette période de Noël en plus, qui est si importante, l'engouement, l'intérêt que cela suscite chez tous nos clients qui rentrent dans nos boutiques. On voit que c'est un phénomène qui est en train d'émerger, qui se développe à une grande vitesse dans nos boutiques où nous présentons déjà une gamme assez complète d'objets connectés qui vont du bracelet pour mesurer son rythme cardiaque, HomeLive bien entendu, puis également un petit objet qui permet de mesurer l'arrosage de sa plante verte. Enfin voilà, une gamme extrêmement étendue et on voit que ça suscite énormément d'intérêt de la part de nos clients. C'est vraiment le cadeau de Noël par excellence. Alors, on connaît tous la French Touch, évidemment, cette musique électro qui a conquis le monde. Et youpi tralala, il y a donc maintenant la French Tech. Pour nous en parler, trois représentants. Et d'abord, Xavier Duportet, bonjour. Bonjour. Alors, je vais bien me plonger dans ma fiche, parce que là, c'est impressionnant. Vous êtes coprésident de Ozon la France, évidemment, cofondateur et président de Fagix, doctorant-chercheur à l'INRIA et au MIT, et président fondateur d'Hello Tomorrow. Et le pire, c'est que j'en passe, j'ai dû passer au moins 30 lignes de votre CV et que vous n'avez que 26 ans. Je suis ravie de vous rencontrer, mais vraiment vous donnez des complexes. Bienvenue. Merci, bienvenue, merci de m'accueillir. Ozon la France, coprésident, et notamment de la partie start-up, les bâtisseurs, les 200 bâtisseurs. Racontez-nous de quoi il s'agit. Alors en fait, les 200 bâtisseurs, on a vraiment voulu, à travers l'événement Ozon la France, apporter une touche entrepreneur. Pas seulement les grands groupes, mais montrer que l'économie de la France et la France de demain est portée par les entrepreneurs, les jeunes entreprises. Et donc on a fait un appel à candidature pour exposer gratuitement environ, là il y a 140 startups qui ont été exposées, on a reçu plus de 1000 candidatures. Et donc on a choisi des startups qui portaient, des startups innovantes dans tous les domaines de l'innovation, que ce soit des innovations technologiques ou non technologiques, en énergie, en biotech, en big data, mais aussi dans la food, l'agriculture, la mode. Et on a aussi permis, donc, en plus de ces 140 startups qui ont un espace, à qui on a offert un espace sur le salon, on a aussi sélectionné 70 pitchers, 65 pitchers plus exactement, qui sont des jeunes qui sont porteurs d'un projet, soit une association ou une boîte, et qui ont surtout une vision sur comment changer la France et comment changer le monde, et donc qui viennent partager leur vision pendant 10 minutes tout au long du week-end. Alors, j'ai rappelé certaines de vos fonctions. Pourquoi vous investir à 26 ans dans un événement comme celui-là? En quoi c'est important pour vous de transmettre, j'imagine, une forme d'énergie ou de dire on peut y aller, il faut y aller? Parce que j'ai eu la chance de partir à Boston, au MIT. Et là-bas, j'ai été inspiré par des gens qui changeaient le monde avec la technologie. Et je me suis vraiment dit que l'inspiration passe par le retour d'expérience. En fait, la plupart des cours là-bas étaient sous forme de retour d'expérience et pas cours théoriques. Et du coup, quand je suis revenu ici, je me suis dit qu'il fallait faire la même chose en France, donner envie aux gens aussi de changer le monde. Et qu'une façon de le faire, c'est de montrer ceux qui sont en train de changer le monde à ceux qui vont peut-être le faire plus tard. Et donc,
J'aime la France. J'ai décidé de revenir en France pour monter ma start-up. J'ai envie d'y rester, donc j'ai envie que les choses changent. Et donc la meilleure façon de les faire changer, c'est d'inspirer le plus de gens pour que les choses changent. Alors justement, vous parliez de mentalité. On a tendance à croire, et c'est tout l'inverse, la France est en fait assez bien placée dans le soutien aux start-up. Pourquoi est-ce qu'on pense l'inverse? On a l'impression qu'on est à la traîne, alors que d'un point de vue européen, par exemple, on est extrêmement bien placé. Je pense que en fait, on est français, on aime bien se plaindre, et que, en effet, on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Et en fait, ça n'est qu'un problème de mentalité et de culture selon alors, vous. je pense que les talents sont ici, les talents existent. Les talents sont ici. Il y en a. Enfin, moi, pour avoir été à Boston, on a autant de talents en France qu'à Boston. Il n'y a pas à rougir. Il n'y a pas à rougir du tout. Non, je pense que pour créer des startups, la France est un super pays. On a plein de facilités. Si on est une startup innovante, on a le crédit d'impôt recherche, on a des réductions sur les impôts, des aides. On a il y a plein de concours qui sont en train de se lancer. Le gouvernement a lancé le concours mondial de l'innovation. Plein de boîtes en France font le concours. Il y a plein d'initiatives citoyennes qui aident les startups à se lancer. Donc non, il y a tout ce qu'il faut. Après, c'est vrai qu'il y a des soucis un peu plus en aval ensuite, par exemple, quand il y a besoin de scale-up et de lever des sommes un peu plus importantes. Mais après, pour créer une startup, la France est aussi bien placée, je pense, que les États-Unis. Et c'est pour ça qu'on a décidé, que moi j'ai décidé de revenir en France pour le faire. Alors justement, on va accueillir deux autres personnes, deux comparses à vous, deux start-upers. Bienvenue. Henri Lung et Fabrice Fesch, bienvenue à tous les deux. Bonjour. Vous allez d'abord nous présenter vos idées, vos projets. Pour commencer, peut-être Henri, vous êtes responsable du business développement chez Archimège Technologies. Tout à fait. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, notre entreprise développe un analyseur de sang portable capable donc de réaliser une dizaine de tests à partir d'une seule goutte de sang. L'appareil fonctionnerait a priori comme un glucomètre où on se pique le doigt, on prend une goutte de sang, on le met dans l'appareil et nous produit un bilan sanguin comparable à celui qu'on pourrait réaliser à l'hôpital. L'avantage, c'est qu'on délocalise l'analyse de sang chez le patient ou sur le terrain. Et en même temps, nous avons un coût qui est extrêmement faible, permettant en fait de vraiment démocratiser l'analyse de sang. Donc ça serait évidemment très intéressant, notamment encore pour la sécurité sociale. Bien sûr. C'est en pensant à elle que vous avez imaginé ce projet. Nous avions une vision un tout petit peu plus large. On pensait plus au bien de l'humanité. Non, mais oui, nous pensons vraiment rendre service dans un premier temps aux déserts médicaux. On voudrait travailler avec des ONG dans un tout premier temps, vraiment pour mettre l'appareil sur le terrain et vraiment donner cet appareil aux gens qui en ont le plus besoin. Et puis se focaliser sur les malades chroniques, les gens qui ont un besoin quotidien d'effectuer des mesures qui leur permettraient vraiment d'améliorer leur qualité de vie et de leur soulager des déplacements inutiles. Voilà. Précisément, vous en êtes où de ce projet-là? Alors de ce projet-là, à quelle étape? Notre technologie propriétaire est validée et fonctionnelle. Et nous sommes en train de commencer une étape de validation sur du sang, justement des échantillons biologiques. Donc nous allons commencer dès ce mois-ci et nous espérons d'ici quelques mois avoir les premiers résultats donc, sur des échantillons biologiques. Voilà. Allez, on passe à votre collègue à côté, Fabrice Fesch. Vous êtes fondateur et CTO de Mélis Agency. Même punition, de quoi s'agit-il? Alors, donc nous, en fait, le projet s'appelle BeWarn, la marque. Et il faut savoir que les enfants, ils ont un don, c'est de pouvoir disparaître plus vite que leur ombre. Et j'ai deux filles. Et lors d'une balade dans un parc d'attractions, j'ai égaré pendant quelques minutes ma fille. Alors c'était quelques minutes, hein, mais ça m'a paru, ça a été un moment de stress assez incroyable. Ça m'a paru une éternité et voilà, c'était un moment d'angoisse, quoi. Donc nous, le projet BeWarn, c'est un petit bracelet connecté comme ça qu'on met au poignet de son enfant, qui est associé à une application smartphone. Ça permet de garder la trace de votre enfant. Alors pas de garder la trace, c'est pas un tracker. Ça permet d'être alerté si l'enfant s'éloigne trop d'un certain périmètre qu'on a défini, 10, 20, 30, 40 mètres. Voilà. Donc c'est un système un peu proactif. Si l'enfant s'éloigne trop, ça va faire sonner l'application et le dispositif sur l'enfant aussi va se mettre à biper. Donc l'enfant aussi se souviendra qu'il est un peu trop loin. Qu'il y a un problème. Alors vous en êtes où de ce projet-là? Parce que ça peut intéresser un nombre de parents incalculable. Alors nous, on est en phase de développement. On est en train de finaliser une première version de cette application et on aimerait pouvoir commencer une commercialisation entre début 2015 mi-2015. Voilà.
Alors, est-ce que, selon vous, Xavier, là, on a 2 exemples parfaits de ce qu'on appelle la French Tech. Est-ce qu'il y a une spécificité française qui serait peut-être liée au confort, à la sécurité ou au bien-être? Je pense que ce serait réduire la French Tech. Non, je pense que la French Tech, c'est beaucoup plus large que ça. Ce sont 2 très beaux exemples. Et il y en a 138 autres ici. Dans plein de domaines différents, mais je pense que c'est des exemples qui sont qui ont été primés à l'international ou qui sont en pleine expansion et qui représentent très bien la French Tech. Alors, pour terminer, 3 expériences à divers titres. Ici, on essaie de prôner aussi l'optimisme, de se dire on peut y arriver. En effet, arrêtons le French bashing, arrêtons de ne pas croire en nous. Quelle expérience, quels mots pourriez-vous dire à ceux qui nous regardent, justement pour les pousser et pour leur dire si, bien sûr, allez, entreprenez? Alors moi, me concernant, c'est vrai qu'il y a un écosystème incroyable en France et en l'occurrence, je vais parler en tout cas du programme d'accélération dans lequel on est, qui est le programme Orange Fab. C'est vrai que moi j'incite les gens à participer comme ça à des programmes d'accélération, à rentrer dans des incubateurs. C'est vraiment des choses qui permettent d'aller plus vite dans son projet et il y a un écosystème en France assez fort, je trouve, autour de tout ça. Donc voilà, moi j'encourage les gens à vraiment à se développer en ce sens-là. Que pourriez-vous dire, donc vous, de votre expérience pour prendre les gens par la main et puis leur donner de la motivation? Moi, je suis assez d'accord avec sa vision, avec Fabrice, oui. Et parce que moi, je pense également qu'en France, nous avons vraiment un écosystème qui nous aide, si nous avons une idée, à nous encourager à vraiment la pousser au bout. Que ce soit au niveau de tous les accélérateurs, tous les incubateurs qui existent. Par exemple, nous-mêmes, nous sommes incubés au Génopôle à Évry, qui nous donne vraiment un support au niveau du réseau et au niveau du développement, des conseils qui nous sont vraiment très précieux. Mais également au niveau des financements. Nous avons la BPI France qui peut vraiment nous aider à nous donner un petit coup de pouce. Les concours de Oseo, les créations, développement, tout ça qui peuvent vraiment nous aider au tout départ et nous donner le coup de pouce pour nous mettre sur le bon rail. Alors je vais reprendre le mot de Thuin avec qui on a démarré cette émission. Elle disait « Osez, n'ayez pas peur, suivez votre intuition ». Est-ce que vous diriez pareil, vous? Je dirais exactement la même chose, suivez votre intuition. Parce que c'est votre présidente. Tout à fait, mais parce que nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes convictions. Donc oui, osez, suivez votre intuition, faites ce que vous aimez, faites-le parce que vous l'aimez et pas parce que vous avez envie de gagner beaucoup d'argent. On parle d'entrepreneuriat, il faut être très optimiste et vraiment croire à son projet parce que c'est dur, mais c'est une super aventure. Eh ben, merci beaucoup à tous les 3 pour vos expériences et vos témoignages. Nous, on va se quitter là. Merci beaucoup au forum Osons la France de nous avoir accueillis, ainsi qu'à toutes les équipes Orange et de la Source pour avoir permis la réalisation de ce live. On va se quitter ici au Grand Palais. Osons la France, sachez-le, c'est jusqu'au 7 décembre, c'est-à-dire jusqu'à dimanche. Vous pouvez retrouver quand même cette émission en replay à l'adresse suivante, livetv.orange.com. Et on vous dit à très bientôt. Osez!